Salutations, toi qui me regardes. Sache que la vidéo sur laquelle tu viens de cliquer fait suite à une autre. Et donc, si tu veux voir la première partie, je t'invite à cliquer sur la fiche en haut à droite. Voilà, ça c'est dit. Et maintenant, Absol, Oui, monsieur. à toi de débuter cette deuxième partie, s'il te plaît. Je m'en charge de suite, monsieur. Dans la première partie de cet épisode, nous sommes revenus sur les changements que nous avions apportés aux combattants de Super Smash Bros. Premier du nom dans le tout premier épisode. Mais là où à l'origine nous avions dit que nous n'allions en parler que de deux, on s'est souvenu qu'il y avait un troisième personnage dont on voulait parler, à savoir Samus. Au moins cet oubli de notre part nous a permis de finir Metroid Dread et de nous donner une idée de comment le personnage pourrait être un petit peu retravaillé, également par rapport aux changements que nous lui avions donnés. Soit parce qu'ils se sont révélés trop hâtifs, ou parce que nous avons changé nos positions sur certains sujets. Mais avant de parler de Samus, nous voudrions parler du travail de l'une de nos inspirations, Delzetine, que nous considérons ni plus ni moins comme l'un des meilleurs youtubeurs Smash dans la conception de moveset. Et alors que nous travaillions, il a sorti une nouvelle vidéo où justement il réimaginait Samus. Mais comme avec Brawl Fan One dans le premier épisode de la rubrique, il se trouve qu'on est d'accord avec la plupart des changements qu'il a apportés également. Alors, nous allons simplement nous contenter de parler des changements que nous avions trouvés nous. Mais comme pour avec Brawl Fan One, je mettrai dans le coin supérieur droit de l'écran qui a eu quelle idée. La photo de la chaîne de Delzetine pour ses idées à lui et les idées que l'on préfère aux nôtres, la nôtre pour les idées de notre cru, et les deux pour les idées qu'on partage. Mais évidemment, si le sujet vous intéresse et que vous compreniez assez bien l'anglais, je vous invite à aller voir sa vidéo. En particulier pour les changements dont il a eu l'idée lui qui sont vachement intéressantes. Mais bon, il est temps de parler de nos nouvelles idées pour Samus. Nous parlions du fait que nous avons changé certaines de nos opinions d'origine. Car en effet, Dread nous a fait changer de position sur un aspect très important du personnage, son armement. Beaucoup veulent que son attaque spéciale neutre devienne son nouveau direct et le rayon de charge sa nouvelle attaque smash côté. Principalement parce que Megaman a prouvé que c'était faisable. Mais cela dit, Samus devient de plus en plus direct dans ses méthodes de combat dans les jeux Metroid, n'hésitant plus à carrément tirer à bout portant des ennemis maintenant. Ce qui fait que la plupart des coups de poing, coups de pied et coups de canon qu'elle fait dans Super Smash Bros ne sont plus si inappropriés. Et donc on devrait faire en sorte que le direct de Samus soit toujours des attaques de contact. Mais tout de même changer l'animation pour lui donner un côté plus nouveau. Peut-être faire comme l'attaque puissante de tir en mi où elle tirerait un coup de laser à bout portant mais ce ne serait pas un projectile. Faire de l'uppercut avec lequel elle part les attaques ennemies dans les jeux récents son nouvelle attaque puissante côté, ça c'est une idée qui reste. Par contre nous voudrions apporter un changement pour l'attaque puissante bas. Pour rappel, nous proposions de donner la capacité de ramper à Samus comme d'autres personnages sont capables. Et pour cela, elle aurait utilisé sa célèbre boule morphing. Mais à cause de ce changement, il faut également changer l'attaque puissante bas. Car généralement, l'attaque puissante bas des personnages capables de ramper donne l'impression qu'ils seraient capables de le faire en mouvement ou alors en se tenant immobile. Celle de Samus, plus vraiment. Or, il se trouve que quand Samus fait une parade alors qu'elle est sous sa forme boule morphing, l'animation est complètement différente. Au lieu de l'uppercut, c'est une sorte de coup de pied circulaire. Et ainsi on propose de faire de cette attaque sa nouvelle attaque puissante bas. Par ailleurs, quand Samus est en boule et qu'elle utilise son attaque spéciale bas, alors elle déposera la bombe directement à terre. Un autre changement, modifier son animation de course, donnant l'impression qu'elle utilise l'accélérateur pour courir, et faire en sorte que pour son attaque de course, elle lévite un peu au-dessus du sol, comme si elle utilisait la technique comète. Parlons maintenant des deux gros changements vis-à-vis de ces attaques spéciales. D'abord, l'attaque spéciale neutre. Parce que nous avons à nouveau fait du direct de Samus une attaque physique, il faut qu'on réintègre son rayon de charge en tant que son attaque spéciale neutre. Mais comparé à comment il est actuellement, son fonctionnement sera différent. En appuyant sur B, Samus commencera à charger son rayon. Jusque-là, rien de différent. En réappuyant sur B durant cette charge, elle tirera son rayon. Bon, jusque-là, c'est comme d'habitude. Si ce n'est pour le changement principal qui intervient ici, en réappuyant sur B juste après avoir fait son tir, elle peut tirer un deuxième rayon de la même charge que celui qu'elle vient de tirer. Samus peut ainsi, au maximum, tirer jusqu'à 3 rayons différents, et les tirs qui suivent le premier peuvent être orientés vers le haut et vers le bas, en référence à sa capacité de viser en mode libre dans ses jeux d'origine. Une fois chargé au maximum, on peut stocker le rayon et le réutiliser pour plus tard. Mais comparé à sa version actuelle, celle-ci serait beaucoup moins puissante. Enfin vient l'autre attaque spéciale qu'on a modifiée, l'attaque spéciale côté. Les missiles de Samus gardent leur fonctionnalité d'origine. En faisant attaque puissante côté normalement, Samus tirera un missile à tête chercheuse. Si elle le fait comme une attaque smash, elle tirera un super missile qui ira droit devant lui mais sera bien plus fort. Mais
on a décidé de lui rajouter une troisième fonctionnalité. En faisant attaque spéciale côté mais en maintenant B enfoncé, Samus préparera un missile de glace. Elle peut le tirer en ligne droite ou en diagonale devant elle, mais ce dernier est non seulement plus puissant que le missile à tête chercheuse, mais en plus il gèle l'adversaire au simple contact. Remplacer ainsi notre idée du rayon de glace que nous avions eu dans l'épisode précédent, maintenant que Samus a remplacé ce laser gelant par des missiles. Enfin, parlons du dernier changement qu'on a décidé d'apporter à Samus, d'ordre esthétique. Avant toute chose, ça va être des spoilers du boss final de Metroid Dread. Si vous voulez les découvrir à l'aveugle, alors allez au timecode qu'on indique à l'écran. Bref, pour le final Smash, il reste inchangé d'un point de vue gameplay. Par contre, visuel, c'est une autre histoire. Ainsi, pour les changements visuels du final Smash de Samus, elle revêtrait l'armure Metroid qu'elle arbore dans la phase finale du combat contre Bec de Corbeau. Et pour aller de pair avec ça, le rayon laser qu'elle tirera ne sera plus bleu, mais rouge. Et voilà, c'est tout pour ma section dédiée. Comme d'habitude, je réapparaîtrai pour corriger le créateur de cette vidéo. Maintenant, monsieur, c'est à vous, vous pouvez reprendre le micro. Passons maintenant à Dr Mario, le deuxième clone du plombier moustachu d'un point de vue gameplay, son alter ego issu de la licence de jeu de puzzle du même nom. Le bon docteur reprend le mousset du plombier pour un style de jeu moins agile mais qui a plus de punch. Beaucoup plus vulnérable off-stage, il a besoin d'être dans le contrôle de la situation pour résoudre la situation présente et prendre en compte ses options plus limitées pour ne pas échouer. Alors, d'une certaine manière, on pourrait laisser le gameplay de Dr Mario tel qu'il est. Comme ça, on conserve le gameplay de Mario avant les changements de Brawl. Mais pour le plaisir, j'ai tout de même quelque chose de prévu pour créer un moveset bien plus créatif, mais avec des défauts similaires. D'abord, je compte évidemment apporter certains des mêmes changements que j'ai apportés à Mario et Luigi dans le premier épisode de la rubrique. Une attaque Smash O basée sur le coup de poing vertical de l'animation de saut pour remplacer le coup de boule et faire de la Tornade Mario un nouvel pair. Mais cela dit, j'ai également des gros changements concernant ces attaques spéciales. D'abord, son attaque spéciale neutre, les méga vitamines. À savoir, j'aimerais leur donner une nouvelle fonction. Dès qu'une des méga vitamines touche un adversaire, ce dernier se voit doté d'un compteur de méga vitamines. Le compteur reset tous les 3 projectiles. Si au bout du compte les 3 méga vitamines partagent une même couleur, alors l'adversaire se prendra un bonus de dégâts. Si par contre les méga vitamines partagent toutes les 3 les 2 mêmes couleurs, le bonus de dégâts n'en est qu'encore plus redoutable. Cette mécanique étant directement inspirée des mécaniques des jeux de puzzle à la Tetris, dont Dr Mario, où il faut aligner soit les formes et les couleurs afin de faire disparaître ce que le jeu te demande de faire disparaître. Cela étant dit, afin d'aider le joueur à mieux gérer ses méga vitamines, le portrait de Dr Mario en bas de l'écran affichera les couleurs de la prochaine capsule qu'il lancera. Enfin, il y a un dernier changement que j'aimerais apporter, un dernier changement qui n'aura de l'importance qu'en mode combat en équipe. Dans ce mode de combat précis, les capsules de Dr Mario pourront toucher ses alliés. Mais attention, c'est pas un cas de Friendly Fire qu'on a oublié d'annuler, non. Car le compteur de méga vitamines en match en équipe n'est pas là pour blesser l'allié, il est là pour le soigner. Car après tout, ça me semble logique qu'un personnage qui est un médecin soit capable de soigner ses alliés en combat. C'était un aspect que je voulais absolument apporter d'une manière ou d'une autre. Deuxième changement, une nouvelle attaque spéciale haute. Ici, cette attaque est à la fois inspirée par les jeux Dr Mario classiques et par la série Mario principale. Car pour revenir sur le stage, Dr Mario utilise une bulle de savon. Comme dans les modes multijoueurs des New Super Mario Bros, Dr Mario s'enferme dans une bulle pour éviter de tomber dans le vide. La bulle monte jusqu'à une certaine hauteur avant d'éclater. Mais le joueur peut influencer le déplacement horizontal de la bulle durant sa montée. Mais attention, la bulle est très fragile, elle éclate facilement au contact des attaques des autres combattants. Et on revient à la dernière nouvelle attaque spéciale que j'ai inventée pour Dr Mario. J'ai nommé la bombe à virus. En référence au mode multijoueur des jeux Dr Mario où les joueurs peuvent s'envoyer plus de virus à détruire l'un l'autre, Dr Mario, pour cette nouvelle attaque spéciale, sort une bombe. Cette bombe peut être soit rouge, soit bleue, soit jaune. De plus, elle arbore un minuteur qui indique combien de temps il reste avant qu'elle n'explose. Cependant, la dite explosion n'est pas une explosion classique. Car en plus d'infliger des dégâts, la bombe inflige également des altérations de statut à tous ceux touchés par l'explosion. Et l'altération de statut par laquelle l'adversaire peut être touché dépend de la couleur de la bombe. La bombe rouge provoque normalement une explosion de feu classique, mais il y a une infime chance pour qu'elle inflige l'altération de statut Curie aux adversaires. Autrement dit, ils se déplacent plus vite et ils crachent des flammes sans pouvoir s'arrêter. L'explosion de la bombe bleue quant à elle peut geler l'adversaire.
Et enfin, l'explosion de la bombe jaune peut laisser l'adversaire étourdi. Il faut savoir qu'une fois lancée et qu'elle a atterri sur le terrain, la bombe devient alors un objet que tout le monde peut ramasser et lancer à sa guise. Et ce, avant qu'elle n'explose, bien entendu. Enfin, il y a un autre détail que j'aimerais changer, c'est Dr Mario, et ce sont 2 de ses provoques. C'est rare que je dise ça parce que ça reprend du détail, mais bon Dieu que les provoques de Dr Mario sont nulles. Elles ont plus l'air d'être des animations qui se jouent pendant que le joueur ne fait rien. C'est juste triste. Et donc j'ai décidé de remplacer 2 de ces provoques actuelles par 2 nouvelles. Pour la première, un des virus de ces jeux d'origine apparaît de derrière ses pieds, se met à provoquer l'assistance, avant que le bon docteur ne l'écrase d'un bon coup de pied. Quant à la deuxième provoque, il sort un petit marteau de médecin fait pour tester les réflexes et il tape un peu devant lui. Cependant, cette provoque aurait un des effets spéciaux dans la même logique que ceux de Luigi et de Amphinobi. Si le bon docteur utilise son petit Mario contre un bouclier, il est automatiquement brisé. Je trouvais que c'était un élément marrant à intégrer. Pour Dr Mario, il y a un changement qu'on avait oublié et c'est le Final Smash. Nous avions changé le Final Smash de Mario, alors celui de Dr Mario qui est copie carbone sauf d'un point de vue visuel, on va le changer également. Cela dit, notre nouvelle idée de Final Smash pour Dr Mario est on ne peut plus simple. Il s'agirait d'un Final Smash très similaire en son fonctionnement au Final Smash de NES et de Lucas. Mais au lieu de faire tomber des météores, Dr Mario ferait tomber des pilules géantes. Et contrairement aux météores qui tombent en biais, les pilules de Dr Mario tombent en ligne droite. En bougeant le joystick sur les côtés, les joueurs de Dr Mario peuvent déplacer l'endroit de chute des pilules qui tombent du ciel. Mais surtout, ces pilules sont également affectées par le gimmick du compteur de méga vitamines que j'ai créé tout à l'heure, rendant ce Final Smash d'autant plus mortel. Le dernier combattant vraiment unique de Zelda est malheureusement l'un des personnages les plus critiqués de l'histoire de Super Smash Bros. Ganondorf. Étant techniquement le dernier personnage sur lequel l'équipe de Melee a travaillé durant la phase de développement, ils n'avaient plus le temps d'en faire un combattant véritablement unique. Et résultat des courses, ils ont fait de lui un clone de Capitaine Falcon. Beaucoup plus lent, mais cependant d'une force incroyable, en essayant de faire honneur à son statut de porteur de la Triforce du pouvoir. Mais généralement, dès qu'il faut pointer du doigt un personnage qui aurait besoin d'une refonte complète, c'est typiquement Ganondorf qui est pointé, ce qui est pas faux en soi. Mais dans cette vidéo, les changements que je vais lui apporter ne sont peut-être pas ce en quoi beaucoup réclament, car d'une certaine manière, j'aime bien le Ganon de Smash. C'est tellement un cas étrange qu'il en devient une curiosité fascinante. C'est comme si le Ganondorf qu'on a dans Smash était son propre être. Donc au risque de vous décevoir, les changements que je compte lui apporter seront très différents de ce qui est généralement proposé. Mais que sont donc ces changements ? D'abord, il faut qu'on parle des attaques spéciales côté, haut et bas. J'ai décidé de créer une nouvelle attaque spéciale haut en les combinant toutes. Ainsi, en faisant cette nouvelle attaque spéciale haut, Ganondorf s'arrête dans les airs. Et là, le joueur peut orienter le joystick dans une des 8 directions possibles. Et en fonction de la direction choisie, l'attaque de Ganondorf sera différente. Incliner le joystick vers la gauche ou vers la droite fera utiliser ce qui correspond actuellement à son attaque spéciale côté. En orientant le joystick vers le haut, que ce soit tout droit ou en diagonale, le fera utiliser ce qui correspond actuellement à son attaque spéciale haut. Et enfin, en orientant le joystick vers le bas, que ce soit encore une fois tout droit ou en diagonale, il utilisera ce qui correspond actuellement à son attaque spéciale bas. L'idée m'est venue du combat final contre lui dans The Legend of Zelda Ocarina of Time, où durant son combat, il lévite au-dessus de l'arène et peut se déplacer de manière totalement libre. Aussi, si l'attaque est faite sur le stage et que le joueur décide d'orienter le joystick vers le bas, eh bien l'attaque fonctionnera comme l'attaque spéciale bas actuelle faite sur le stage, à savoir ce sera un coup de pied volant tout droit devant lui. De ce fait, ça laisse 2 places de libre pour une nouvelle attaque spéciale côté et une nouvelle attaque spéciale bas. Pour sa nouvelle attaque spéciale bas, c'est assez simple, je l'ai appelé Cercle de Flamme, en référence à certains combats contre Ganon où il manipule du feu. Il s'agit d'une attaque spéciale similaire à celle des épéistes qui tournent sur eux-mêmes déployant leur épée. Sauf qu'au lieu d'utiliser une arme blanche, Ganondorf utilise des boules de feu. L'attaque inflige des dégâts, certes, mais son principale utilité pour Ganondorf, c'est que ça le protège des projectiles. Et un peu comme l'attaque aérienne bas de Lucario, si Ganondorf utilise cette attaque en l'air, ça ralentit sa chute. Et pour son attaque spéciale côté, j'ai décidé de lui donner un projectile. Mais pas n'importe lequel. Un projectile basé sur une des attaques les plus connues de The Legend of Zelda. Le volet vicieux. Ainsi, en faisant cette nouvelle attaque spéciale côté,
Ganondorf lance une sphère d'énergie. Elle avance lentement mais inflige de gros dégâts aux combattants qui la touchent. Ce projectile a cependant une grosse faiblesse, il peut être renvoyé par n'importe qui. Même pas besoin d'un réflecteur, l'attaquer suffit. Après, ça veut dire également que Ganondorf aussi, il peut la renvoyer. Et c'est ça qui fait tout le sel du volet vicieux. À chaque fois que le ballon est renvoyé, il gagne en vitesse. Il en gagne encore, jusqu'au moment où c'est trop rapide. Il y aura forcément un personnage qui ne pourra pas la renvoyer parce qu'il n'aura pas le temps de lancer une attaque. Et quand c'est le cas, il se prend des dégâts conséquents. L'attaque est cependant juste une source de dégâts. Elle n'arrive pas à envoyer les adversaires. Ça, c'est Ganondorf qui doit finir le travail. Vous aurez remarqué que jusqu'ici, je n'ai pas encore parlé de l'attaque spéciale neutre. Eh bien, c'est qu'elle n'est pas là. Et en même temps, elle reste quand même là. Permettez-moi d'expliquer. Au lieu d'en faire une copie carbone du coup de poing Falcon, j'ai décidé de garder le coup de poing sorcier, mais de lui donner une forme et un fond complètement différents de ce qu'il est actuellement. Car avec cette nouvelle attaque spéciale neutre, Ganondorf en appellera tout de même au démon qui l'habite. J'ai ainsi renommé cette attaque le point du fléau. Cette attaque spéciale neutre fonctionne sur une base similaire à l'attaque spéciale bas de Zelda. Sauf qu'au lieu d'invoquer une armure qu'il invoquera comme un projectile, il en appellera au pouvoir du démon Ganon qui l'infusera dans son corps. En appuyant sur B, Ganondorf commencera à faire appel au pouvoir de son démon, recouvrant son corps d'énergie ténébreuse. Si le joueur réappuie sur B assez tôt pendant le temps de chargement de l'attaque, Ganondorf se contentera de donner un coup de poing vers l'avant, les ténèbres autour de son poing arborant la silhouette porcine du démon. Mais contrairement à son attaque spéciale neutre actuelle, celle-ci le fera avancer. Plus l'attaque est chargée, plus il avancera loin. Cela dit, à partir d'un certain niveau de charge, l'attaque prend une forme différente. Ganondorf se recouvre de ténèbres, imitant l'apparence de Ganon, et bondira vers l'avant avant de faire s'abattre ses deux énormes pattes sur le stage. Il faut savoir qu'en utilisant n'importe laquelle de ces versions, Ganondorf est toujours affecté par la gravité, les rendant aussi dangereuses à utiliser pour lui que pour les autres. Maintenant viennent d'autres attaques normales que j'ai envie de changer. La première, son attaque de course. Mais pour ça, il y a un autre changement que j'aimerais faire, son animation de course. Au lieu de courir lourdement sur le sol, il se mettrait à flotter au-dessus. Et sa nouvelle attaque de course, au lieu de donner un coup d'épaule, il ferait un lariat. Et enfin, les deux dernières attaques que j'aimerais changer chez lui, son attaque smash haut et son attaque smash bas. Autant j'ai décidé qu'il conserverait son épée nouvellement acquise dans Ultimate pour son attaque smash avant, mais pour ces deux nouvelles attaques smash, j'ai décidé qu'il la transformerait en une autre arme. Pour son attaque smash haut, il la transformerait en un trident et la ferait tournoyer au-dessus de lui, en référence à une attaque de Ganon dans A Link to the Past. Quant à son attaque smash bas, il transforme sa grosse épée en une paire d'épées plus petites. Il fait d'abord s'abattre sa première épée devant lui, avant de se retourner et de donner un coup latéral avec l'autre. Enfin, dernier détail que je changerai. Faire en sorte que pour la moitié de ses skins, il a son design de Ocarina of Time et pour l'autre moitié, il a son design de Twilight Princess. Ganondorf étant unique comparé à Link et Zelda, je pense que ce serait judicieux. Même si ça impliquerait pas mal d'adaptations étant donné que le Ganondorf de Twilight Princess est beaucoup plus corpulent que celui d'Ocarina of Time. Pour Ganondorf, il y a deux choses dont nous avons oublié de parler. D'abord, le cercle de flammes. S'il le fait sur le sol, les flammes tournent autour de lui sur un axe horizontal. Mais s'il le fait en l'air, elles tournent autour de lui sur un axe vertical. Et enfin, pour l'attaque spéciale haut. Si elle est faite sur le sol et que le joueur incline le joystick tout droit vers le bas, l'attaque prendra une forme similaire aux attaques spéciales bas de Bowser et Yoshi. Il bondit en l'air avant de retomber avec force sur le sol. Mewtwo, canoniquement le Pokémon le plus puissant de la première génération et l'un des plus puissants Pokémon tout court. Si ses attaques normales sont basées sur l'utilisation de sa queue et la création d'attaques à base d'énergie psychique voire ténébreuse, ses attaques spéciales suivent un thème assez subtil. D'un côté, on a Balombre, une attaque de la deuxième génération qui collait assez bien à Mewtwo car il utilisait une attaque assez similaire dans le premier film Pokémon, même si on ne savait pas de quelle attaque il s'agissait réellement. Il y a aussi Téléport qui colle à son type psy, mais Choc mental et Entrave, ce ne sont pas des attaques que tu prendrais en priorité pour un moveset pour Mewtwo. Perso, j'aime croire qu'ils ont choisi certaines de ces attaques les plus faibles dans l'idée que Mewtwo, sachant qu'il est trop puissant, utilise des attaques pas très puissantes pour jouer sur un pied d'égalité.
Et d'une certaine manière, la plupart de ses attaques, c'est comme s'il profitait de sa grande puissance pour jouer avec les adversaires, les mettre à l'épreuve, car il pourrait finir le taf ici et maintenant s'il le voulait. Pour ici, comme avec les Ice Climbers, on va aller vite. Car pour moi, Mewtwo a pas besoin de beaucoup de changements très importants. Il y a bien plusieurs choses à laquelle j'ai pensé, comme changer son attaque Smash avant pour la remplacer avec Coup Psycho, mais il n'y a rien qui me paraît vraiment nécessaire à changer en termes de gameplay. Par contre, au niveau esthétique, il y a un détail qui me semble très important. Voyez-vous, à l'époque où Mewtwo a rejoint Smash, le premier film Pokémon était sorti. Film dans lequel Mewtwo était l'antagoniste principal. Du coup, sa caractérisation est principalement basée sur sa caractérisation du film, dont notamment des répliques doublées, mais uniquement en japonais. Aucune de ces répliques n'a été doublée en français, ni en anglais, ni en aucune autre langue. Et c'est dommage. C'est encore plus flagrant quand tu te rends compte que Lucario a encore ses répliques doublées et que la seule fois où il en a eu, c'était dans le film dont il était le centre d'intérêt. Là où Mewtwo, même dans la série principale, il continue de communiquer avec les humains par télépathie. Je pense donc qu'il serait judicieux que les dialogues de Mewtwo soient doublés dans leurs langues respectives, comme avec les autres Pokémon. À part ça, il n'y a rien d'autre à signaler ou qui me vient en tête. Et maintenant, il est temps de passer aux deux derniers personnages de ce mêlée dont je voulais parler, et je les ai gardés pour la fin parce qu'ils partagent le même problème. Autre fait d'armes important de mêlée, introduire Fire Emblem en Occident, que ce soit pour le meilleur et aussi pour le pire. Bref, dans tout ça, Melee a introduit deux personnages jouables issus de Fire Emblem. D'abord, Marth, le protagoniste du premier jeu Fire Emblem en date, et le premier épéiste dans Smash qui se démarque de Link, dans le sens où il n'a pas d'autre arme. De plus, Falcon, son épée, se démarque aussi par le fait qu'elle a un tipeur, autrement dit, elle fait beaucoup plus mal à la pointe de la lame. Ainsi, on a un épéiste à l'élégance princière qui doit tenir son adversaire à mi-distance et faire preuve de stratégie, comme le RPG tactique dont il est issu. Roy fut le deuxième combattant de Fire Emblem introduit dans Melee. Il a également la particularité unique d'être le seul personnage de Smash Bros à avoir rejoint le casting avant que son jeu ne soit sorti. Un peu comme Ganondorf, il a une des caractérisations les plus différentes par rapport à son jeu d'origine, même si étant beaucoup plus tête brûlée et sûr de lui. Ici, c'est l'opposé total de Marth. Ses attaques font beaucoup plus de dégâts à la garde de l'épée, ou seulement à la garde dans Melee. Alors, je ne vous apprends rien en disant que les personnages de Fire Emblem sont devenus polémiques désormais. Et si en effet il y a une raison pour se plaindre, si les persos vous plaisent, faites un doigt d'honneur à la commu, parce que j'admets qu'elle peut être très saoulante à ce sujet. Et outre leur réaction épidermique et hyperbolique dès qu'on parle d'un personnage de Fire Emblem dans Smash Bros, ça a également commencé à donner naissance à d'autres critiques très injustes. Cela dit, s'il y a bien une critique que je ne peux pas contredire parce qu'en effet elle se révèle être vraie, c'est que sur les 8 personnages jouables qu'on a dans Smash Bros, la moitié d'entre eux sont quasiment des copies les uns des autres. Entre Marth qui a servi de base puis Roy qui l'a copié, pour qu'au final chacun d'eux ait leur propre copie. Et autant pour Lucina et Chrom ça bloque leur potentiel, autant Marth et Roy, tu ne peux pas faire grand chose de supplémentaire en fin de compte pour les différencier. Et de toute façon, je n'aurais pas apporté d'énormes changements ni à l'un ni à l'autre non plus. Cela dit, il y a tout de même quelque chose dont je voudrais parler. Car c'est quelque chose qui préoccupe les 3/4 des personnages de Fire Emblem, pas seulement Marth et Roy. Le contre. 6 des 8 personnages jouables de Fire Emblem dans Super Smash Bros ont un contre en tant qu'attaque spéciale bas. Et hormis celui de Corrin qui est suffisamment unique, chez les 5 autres, c'est quasi la même attaque mais avec une animation différente. Et au final, ça pose problème parce que le contre finit par prendre de la place et empêche les personnages de se démarquer d'une autre manière. Mais de l'autre côté, c'est pas comme si le contre sortait de nulle part non plus. Et donc, pour libérer Marth et Roy de leur poids, je ne vois qu'une seule solution. Peut-être pas se débarrasser du contre, mais l'intégrer d'une autre manière. La première, ce serait une mécanique similaire à ce que Terry a, une sorte d'attaque d'esquive, où après avoir fait une esquive passe chassée, appuyer sur A permet au personnage de lancer directement une attaque. L'autre solution, par contre, ça concerne un sujet beaucoup plus global, et un sujet que j'aborderai peut-être un jour dans une future vidéo. Et si les personnages de Super Smash Bros avaient une 5e attaque spéciale, j'ai nommé un bouclier spécial, faire en sorte que tous les personnages auraient droit à une attaque spéciale unique en appuyant sur B et le bouton de bouclier. Une technique que seuls Linkling et les personnages de Minecraft ont actuellement.
permettant à tous les personnages d'avoir une 5e attaque spéciale, et en déplaçant le contre des personnages de Fire Emblem à ces endroits-là, on pourrait alors leur donner des attaques spéciales encore plus originales, ainsi que toutes les autres implications que cette décision pourrait amener. Mais c'est une question trop dense pour être traitée dans cette vidéo qui n'a rien à voir avec la question. Donc ici, ce que j'ai proposé, ce serait 2 potentielles attaques spéciales bas qui pourraient servir de substitut au contre si jamais ça arrive, pour Marth et Roy. D'abord Marth, pour sa nouvelle attaque spéciale côté, il dégainera l'objet le plus iconique de Fire Emblem, le Fire Emblem justement. Alors pour être précis, il n'y a pas un, mais plusieurs Fire Emblem. Chaque jeu de la série a le sien et à chaque fois il est différent. Dans les jeux de Marth, le Fire Emblem est un bouclier qui augmente grandement la puissance de Marth une fois que ce dernier l'obtient dans l'histoire principale. Pour Smash, j'ai décidé d'en faire une attaque spéciale bas créatrice d'objets. Marth sortirait le pavois de sa poche et l'équiperait. Sous cette forme, il devient plus lourd, il est protégé des projectiles et de certaines attaques normales. Et si, quand je dis alourdi, ça veut dire qu'il devient plus difficile à envoyer valser, ça affecte également ses autres stats. Il devient beaucoup plus lent et saute beaucoup moins haut. Et Marth ne peut s'en débarrasser que en le rangeant dans son inventaire en refaisant B bas. Résultat, c'est aux joueurs de Marth de faire attention de ranger ou d'équiper le bouclier dès qu'ils en ont besoin. Et enfin, Roy. Pour lui, ça a été assez compliqué. En faisant des recherches, j'ai découvert par exemple que l'épée des Sceaux, son épée, était capable de provoquer des explosions à distance. Problème, je trouvais que pour son moveset, ça ne collait pas très bien, et je n'avais pas d'idée pour l'intégrer de manière fluide. Et après avoir beaucoup fouillé et considéré mes options, voici ce que j'ai mis au point. Sa nouvelle attaque spéciale basse s'appelle Coup de grâce. L'attaque serait assez similaire à la touche finale de Cloud. L'attaque débuterait avec Roy qui met un long moment à préparer son coup. Et une fois la préparation finie, il frappe devant lui avec le plat de l'épée des Sceaux. L'attaque n'est pas très forte en elle-même, mais a une force de projection démentielle. L'inspiration est issue d'un produit dérivé de Fire Emblem, à savoir un manga adaptant l'histoire principale de Fire Emblem de Binding Blade, le jeu dont Roy est le héros. Dans ce manga, on découvre que l'épée des Sceaux peut répondre aux émotions de son porteur, car dans un flashback mettant en scène le précédent porteur de l'épée avant Roy, ce dernier se résout à tuer quelqu'un à contre-cœur. Mais justement, le coup n'achève pas la cible. L'épée a répondu aux émotions de son porteur en épargnant l'adversaire. J'ai donc ainsi développé une idée. Et si Roy utilisait ses émotions pour contrôler son épée, donnant un coup qui permettra à Roy de non seulement écarter les adversaires qui sont trop proches de lui au cas où il a besoin de les éloigner, mais également achever une confrontation plus vite afin d'éviter de les faire trop souffrir. Ce qui, je trouve, colle assez bien à la personnalité plus douce que Roy a dans son jeu d'origine. Fouh, et voilà! Le deuxième épisode de la rubrique chipotage est désormais fini. Je sais que j'avais promis que ma prochaine vidéo sera l'épisode 5 de Super Smash Bros Delirium, mais au final je le reporte jusqu'au moment où je pourrai le finir malheureusement. Parce que pas mal de choses vont me gêner prochainement. Je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo par contre, donc j'aviserai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des critiques constructives à faire ou que vous voulez juste faire un commentaire gentil, eh bien n'hésitez pas, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine!